Pierre-Carl, bonjour. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais jeune et j'avais encore des cheveux. On mangeait dans un chiringuito sur le bord de la plage avec les personnes qu'on voit là. Et c'était pour Bolem rien foutre al país ou pour Attention danger travail. Entre temps j'ai suivi la plupart de tes films et donc à fin de concession, à la fin je me demandais si tu voulais pas devenir moine au Tibet avec Tintin et le Migou, parce que tu avais l'air franchement déçu et tu te demandais si ça servait à quelque chose. C'est l'impression que tu donnais. On n'a pas vu le même film, ça se termine par fin de concession, ça se termine par une opération où on va bomber le scooter de David Pujadas. Si, en doré, ouais. Tout ça, c'est assez ludique, réjouissant, plein d'espoir. Ça veut dire qu'on se moque encore de ces présentateurs, de ces responsables de l'information. On les présente comme des laquais du pouvoir, ce qu'ils sont réellement. Oui, voilà. Donc je sais pas pourquoi tu trouves ça déprimant. Non, mais C'était réjouissant de savoir non, qu'on ça peut oui. faire ce genre d'action en France, même sans être condamné par la justice, qu'on peut s'amuser à aller se moquer comme ça de personnes ayant un peu de pouvoir et d'influence en toute impunité. C'est quand tu as l'impression de t'être fait avoir par Jacques Sancel qui te félicite en fait. Où là je me dis... Le fait de dire que ces gens-là sont puissants et qu'on n'a pas forcément le pouvoir de faire cesser leurs abus de pouvoir, ça effectivement c'est ce qui ressort de ce film. Mais alors, ça c'est un constat, on va dire, simplement la vérité. Oui. Pourquoi tu... Non mais j'ai pris... C'est un film, Fin de concession, c'est un film où on ne se raconte pas d'histoire. Ouais. Alors je sais que les spectateurs, toi et d'autres, aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Bon, mais nous non, on fait des films où on ne se raconte pas forcément d'histoire. Alors, depuis, tu as ta période d'Amérique du Sud. Et ce soir, on est à Perpignan parce que tu présentes Coréa, j'allais dire Fan Coréa, non, Opération Coréa. Alors ça se passe pas chez Samsung, ça se passe en Amérique du Sud, en Équateur et un peu ailleurs. Et il y a, en plusieurs parties, il y a notamment un film qui s'appelle Les Anons Soif. Donc, est-ce que tu peux nous remettre dans l'ordre pourquoi tu atterris en Amérique du Sud, déception sentimentale? Alors je vais te répondre, attends, filme ta caméra, je vais te répondre en te filmant, comme ça on va changer un peu le truc. Alors voilà, donc ce film, ou ce premier épisode, puisque c'est un documentaire qui s'appelle Les Anons Soif, parce que Yvan Levaille, un des personnages du film, nous explique que on ne donne pas à boire aux ânes qui n'ont pas soif. Sous-entendu, nous, les lecteurs de journaux, les auditeurs, les spectateurs, il y a des informations dont on ne veut pas. Et on ne veut pas être informé sur ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine, notamment dans des pays comme l'Équateur, le Venezuela, la Bolivie, l'Argentine, où il y a des régimes progressistes qui se sont mis en place ces dernières années et qui permettent aux classes populaires notamment, et à des gens pauvres de sortir de la pauvreté, qui ont réduit les écarts aussi entre les plus riches et les plus pauvres. Enfin voilà, des pays où l'intervention de l'État social est assez spectaculaire et elle a permis d'avancer dans la direction d'égalité, de l'égalité sociale, de la justice sociale, etc., etc. Je te rends ta caméra parce que j'en ai marre de parler en te regardant. Tu vois voilà. Oui, parce qu'il y a mieux comme spectacle. Voilà. Hein. Donc tout ça pour te dire que ce film-là fait le constat qu'en France, la grande presse, les grands médias n'enquêtent pas sur ce qui se passe en Amérique latine, dans ces pays où des régimes progressistes ont vu le jour, qui ont sûrement des défauts, ces régimes, mais nous allons faire le travail d'enquête que ne font pas ces grands médias. Ça sera le deuxième épisode. Donc ça, c'est le premier qu'on présente ce soir, et le deuxième, ce sera un film où on va aller sur le terrain en Équateur, raconter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant depuis l'arrivée au pouvoir de Rafael Correa, et qu'est-ce qui est problématique, donc aussi quelles sont les limites de ce type d'expérience politique. Donc ça c'est le travail qui nous reste à faire et qu'on va essayer de faire d'ici la fin de l'année. Alors parce que c'est les médias occidentaux, comme on dit de nos jours, n'ont pas été tendres, voire les ont dénoncés, notamment Chavez comme des dictateurs en fait. Quand Mélenchon s'est pris de passion pour ces gens-là, on lui a dit « Ah mais vous aimez toujours les dictateurs cubains et autres vénézuéliens ». Alors parce qu'il y a des relations entre Cuba et le Venezuela qui sont assez étroites, le Venezuela a vendu du pétrole pas cher à Cuba et Cuba a envoyé des médecins pour aller travailler dans les quartiers populaires où les
les médecins issus de la bourgeoisie ne voulaient pas aller travailler au Venezuela, à Caracas notamment. Effectivement, beaucoup de journalistes en France, dans les grands médias, mais y compris dans des médias indépendants, ont fait un amalgame entre Cuba et le Venezuela et ont même été jusqu'à traiter Chavez de dictateur. Oui. Donc c'est un des chefs de l'État, puisqu'il est décédé, c'était un des chefs de l'État les mieux élus de l'histoire de l'Amérique latine. Il a gagné je ne sais combien d'élections, plus d'une dizaine, avec des scores relativement importants. Et il avait une assise populaire énorme. C'est pareil pour Correa en Équateur et Morales en Bolivie. Ils ont été élus. Morales, il y a quelques mois de cela, a été élu avec 61% des voix au premier tour dans un pays où le vote est obligatoire. C'est pour te dire le niveau de légitimité populaire. Et Rafael Correa en Équateur a été élu avec 57% des voix au premier tour, lui aussi, dans un pays où le vote est également obligatoire. Donc ce sont des gens qui ont des très très fortes légitimités populaires. Et parce que les politiques qui mènent sont des politiques qui profitent à la majorité de la population, des politiques en matière de santé, d'éducation, d'énergie, de logement, logements sociaux, d'infrastructures qui profitent à la majorité de la population, et puis aussi d'augmentation du salaire minimum, de réduction des taux de pauvreté et également des écarts entre les 10% des plus riches et les 10% les plus pauvres, ce qu'on appelle l'indice Gini. Enfin bref, voilà, et ces expériences sont menées avec des politiques d'investissement public très importantes. Donc vraiment, elles vont totalement à l'encontre des politiques d'austérité menées en Europe. Donc, il faut vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, ces gens-là. Et apparemment, ça marche. Toi, tu dis, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire que la majorité de la population a l'air plutôt contente, et la majorité de la population, c'est plutôt les classes populaires, a l'air plutôt contente de vivre sous ces gouvernements-là, et ils sont réélus triomphalement. Voilà. Alors, la question, c'est pourquoi la presse européenne ne fait pas ce boulot. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas enquêter, mais surtout, comme ça marche, ils ne veulent pas enquêter. Est-ce que c'est pas du déni, quoi? Avant d'enquêter, ils ne s'intéressent pas. Lorsque Rafael Correa vient en France, c'est ce que raconte le premier épisode des Annonces Soif. Il vient en France donner une conférence à la Sorbonne en novembre 2013, en français, en tant qu'économiste, invité par la Sorbonne. Et il explique que les erreurs commises par l'Équateur avant sont aujourd'hui commises par les pays de l'Union européenne avec les politiques d'austérité qui sont à l'œuvre. On se dit qu'avec de telles qualités, en tout cas avec un tel discours en français et de la part d'un économiste, chef de l'État, dont le pays a des résultats économiques et sociaux supérieurs à ceux d'Allemagne, avec un taux de croissance qui sont les indicateurs traditionnellement mis en avant par les grands médias, le taux de croissance, le taux de chômage et le pourcentage de dette publique. Donc l'Équateur a des performances très supérieures dans ce domaine-là à celles de l'Allemagne, qui est toujours la référence pour nous, les grands médias européens. Depuis 40, avec ces qualités-là, on aurait pu penser que les grands médias allaient inviter Correa, aller l'interpeller, aller l'interroger, aller le questionner et aller enquêter en Équateur. Rien de cela. Donc il y a une défaillance très spectaculaire, mais qui est liée à la fois probablement à un complexe de supériorité occidentale, c'est-à-dire que les grands médias, les responsables de l'information n'admettent pas que quelqu'un venant d'un pays du tiers-monde puisse nous donner des leçons. Donc ça c'est vraiment un complexe de supériorité. C'est nous qui les avons colonisés. On les a colonisés, nous les Espagnols, les Européens, les Français, les Anglais, les Hollandais, les Portugais. Ils ne vont pas quand même venir nous expliquer ce qu'il faut faire aujourd'hui. Voilà le sous-entendu qui est derrière. Voilà, parce que sans nous, pas de cheval, alors, qui ne commence pas à la ramener. Oui, et sans eux, pas de tomates, pas de maïs et pas de pommes de terre. Les Irlandais en savent quelque chose. Donc tout ça pour dire que ces responsables de l'information, et aussi parce qu'ils sont, ils portent un point de vue néolibéral en permanence dans leurs articles, dans leurs reportages. Ils n'arrêtent pas de ressasser, de matraquer, de propager un point de vue à la fois néolibéral d'un point de vue économique ou états-unien quand il s'agit par exemple atlantiste de français, parler de l'Ukraine. Oui. C'est le point de vue qui prime. Donc ce point de vue-là, atlantiste et pro-néolibéral, les empêche d'enquêter, quand la réalité ne leur convient pas, ils préfèrent ne pas en parler. Voilà. Cette réalité-là, équatorienne, bolivienne, vénézuélienne, ne leur convient pas,
Donc ils n'en parlent pas. C'est un peu ce qui se passe dans ces médias. Alors, la question, c'est comment on finance un film là-bas? Parce que ça coûte plus cher peut-être que ce que tu faisais d'habitude. Non, ça coûte plus cher parce qu'on l'a fait avec très peu de moyens. On l'a fait avec du crowdfunding, c'est-à-dire de l'appel à dons sur Internet. Donc des internautes qui ont mis de l'argent pour que ce film existe, pour que le suivant, pour nous permettre d'aller tourner en Équateur. Donc en fait, c'est des gens qui sont énervés, excédés par le fait que le pluralisme n'existe pas dans nos grands médias, qui financent ce genre d'entreprise, ce genre de... Donc pas près d'une banque russe, tu vois. De documentaire. Non, il n'y a pas de financement de banque russe ou de... Comme le Front National ou oui, voilà, c'est Marine Le Pen. Non, mais il n'y a pas non plus de financement du gouvernement équatorien. Oui, non, voilà, qu'on t'accuse pas, tu vois. On est resté indépendant du début jusqu'à la fin. Donc là, notre seule dépendance, c'est une dépendance à l'égard des spectateurs. Mince. Et je ne vais pas tarder d'ailleurs à y aller pour aller présenter le film dans le cinéma de Perpignan où il passe ce soir. Donc ce sont eux finalement qui financent ce genre de documentaire en venant en salle de cinéma, en faisant des dons sur Internet, en achetant nos DVD. C'est ainsi qu'on finance ces productions. Donc notre dépendance, c'est une dépendance à l'égard des spectateurs, on va dire que c'est la moins pire. Et la diffusion, ça sera la dernière question, c'est dans les cinémas là apparemment, mais... En ce moment c'est au cinéma, on avait mis une version courte en ligne sur Internet, il y a déjà 6 ou 7 mois de cela. Il y a un DVD qui va sortir, on va mettre la version longue, celle qui est actuellement en salle, sur Internet également dans quelques mois. Donc on va essayer de faire en sorte que ça parte un peu partout par ces biais-là. Et le suivant ? C'est la suite. On va le tourner là prochainement. D'accord. On va le tourner en Équateur dans un mois à peu près. Il sera dans un mois. Pierre-Carl, merci.